Bienvenue à tous. Cette semaine à Passion Auto, on vous amène chez François Dupuis, qu'on appelle le roi de la Corvette, et c'est pas pour rien. Non seulement sa collection est impressionnante, mais les pièces qu'il a en réserve, c'est quelque chose. Et en essai routier, on s'en va tout de suite avec notre ami Johan pour l'essai de la Volvo P1800E. Lorsque Volvo a décidé de développer une nouvelle marque électrique nommée Polestar, elle a cru bon de partir en force avec un coupé-sport à 2 portières très exclusif, la Polestar 1. Pourtant, Volvo n'était pas connue pour ce genre de modèle. Il faut remonter dans son passé pour comprendre pourquoi elle a commercialisé ce véhicule. Durant les années 60, Volvo, qui était mieux connu pour ses voitures familiales ultra solides et fiables, voulait s'installer dans le segment des voitures de sport et conquérir le marché américain et européen. Ce fut l'apparition du P1800, un coupé-sport 2 portes de type Grand Tourisme qui était dessiné par nul autre que le Suédois Pelle Peterson, qui se spécialisait à l'époque dans le design de yachts, rien de moins. Des gros boats. Il concocta le P1800 sous la supervision de Pietro Frua, dont le studio était une division du célèbre carrossier italien Giugia. Encore Giugia. Toujours Giugia. La P1800 s'est rapidement fait connaître dans la série télévisée The Saint, mettant en vedette Roger Moore. The Saint? J'ai jamais entendu parler de ça. C'était-tu bon? Tu connais pas de The Saint? Non. Il y a eu un remake avec Val Kilmer en 97. OK, mais j'étais même pas né en 97. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. C'est là qu'elle fut reconnue à l'international comme la sportive suédoise par excellence, devenant, tout comme la Polestar 1, un modèle porte-étendard pour une marque entière. Et il faudrait rajouter que mon caméraman n'a jamais vu The Saint. Non? C'est un mélange entre Mission Impossible et James Bond. Allô? Toutefois, contrairement à une Polestar 1 qui se vendait tout près de 200 000 $, la P1800 s'offrait à un prix somme toute raisonnable à l'époque d'environ 4 000 $. Aujourd'hui, elle s'avère aux yeux des collectionneurs de voitures anciennes comme étant la plus belle Volvo de tous les temps. Revisitons-la, question de nous souvenir de notre époque dans l'évolution du constructeur. Johan s'approche de l'auto. Non, ça c'est pas le texte. Faut que tu t'approches du char. C'est vrai qu'elle est belle. C'est futuriste, là. Mais le derrière, là, comme ça, là, c'est vraiment inspiré d'un yacht. Volvo a commercialisé le modèle pendant plus de 10 ans, de 1961 à 1973. Au début, c'était un 4 cylindres de 1,8 litres à carburateur. Ce n'était pas très puissant, seulement 100 chevaux et un couple de 108 livres-pieds. OK, c'était vache en maudit. Non, le carburateur, celui à carburateur avec le 1,8, mais ça, c'est le 2 litres. P1800E, injection. Injection Bosch. Fait que c'est pas si vache, c'est linéaire. Top 100 des caractéristiques les plus importantes des voitures sport. Numéro 1, linéaire. L'intérieur de la voiture est magnifique. On va écouter le ronronnement de la machine. Oh! C'est un 4 cylindres, ça sonne comme un... Pour de vrai, ça sonne comme au moins un 6 cylindres. Une bonne vieille manivelle. Et voilà. Le volant, by the way, n'est pas original, mais c'est bien. Le petit bois, j'aime ça. C'est doux, doux, doux. C'est doux, doux, doux. Volvo ont créé la ceinture. Mais c'est pas là-dedans qu'ils l'ont adapté à 100 %. Vous voyez ici, les ceintures ont un système assez particulier, on dirait un F16, avec les manivelles rouges. 4 vitesses, un bon vieux H. Petite particularité, il y a un overdrive. Juste descendre ici le petit levier. Juste 4 vitesses, c'est spécial parce que tu te dis, il en manque une. Mais non! Et voilà, l'overdrive vient d'embarquer. Wow! Faut que tu y penses à l'overdrive, par contre. J'explore, là. Hey! L'instrumentation, là, c'est un très beau design. Les essuie-glaces, c'est juste un petit bouton, tu tires. Sexy, pareil. Ah, ça, c'est les lumières. Dans l'instrumentation, on a un cadran. On a aussi le réservoir d'essence ici.
Bon, et ça, c'est la pression d'huile. Toutes des choses en ce moment que je vous dis qui sont complètement inutiles pour vous qui écoutez l'émission à la maison. La finition est belle. Siège en cuir, un petit tapis ici. Ah, on a une place, c'est un coffre à gants. Parce qu'il n'y a aucune absence complète de coffre à gants ici. Alors, on a rajouté une boîte, un petit boîtier avec une clé. Vous pouvez embarrer là-dedans votre portefeuille pour les sorties à la plage. Une autre particularité, ici, on a, sur mon côté gauche, le bon vieux handbrake, hein, le frein d'urgence, qui est à gauche, qui n'est pas ici. Fait que ça va un petit peu. Alors, remarque que pour faire de la drift, tu t'en vas, tu peux quasiment utiliser tes deux mains. La production tient à mettre au clair qu'elle n'endosse pas les risques pris par l'animateur. Bon, c'est pas avec le 4 cylindres 2 litres qu'on va faire de la drift avec ça, là, mais vous voyez où est-ce que je veux l'emmener. Qu'est-ce qui est le fun aussi, vous avez peut-être remarqué les petits systèmes de ventilation sur les côtés. Ça, c'est vraiment quand vous voulez aérer l'habitacle. Ça aide à la circulation d'air dans l'habitacle. C'est vraiment cool. Vous tirez sur le petit bouton-là, puis flic, vous sentez l'air sortir de l'habitacle. C'est vraiment spécial. Petite madame qui fait la marche. Salut. Oh, elle m'a fait un gros... Ouh, belle voiture! Ben oui, madame, c'est une Volvo, ça. À chaque fois qu'on dit « Ah, une vieille Volvo », tout le monde pense à la boîte à Kleenex, là, qui était des tanks indestructibles. Faisait un face-à-face avec un 18 roues, puis c'était 18 roues qui mangeait à la claque. L'autre enlevait la poussière sur le bumper en avant, puis tu repartais avec ta Volvo. Pour de vrai, c'est un petit 4, mais... Je sens pas qu'il manque de puissance. Là. Il voulait vraiment, avec ça, là, aller jouer d'un plate-bande d'Aston Martin. Regarde, on dira ce qu'on voudra, là. Il n'y avait pas le moteur pour ça, mais le look, ça look. C'est vraiment une belle machine. J'ai bien apprécié mon expérience. La Volvo P1800E est un éternel classique. Bien que sous-estimée à son époque, aujourd'hui, elle devient un objet de collection rare dont la valeur ne fait que grimper. Les plus rares, ce sont celles-ci, avec l'injection directe et la boîte manuelle. Ce n'est pas pour rien que Cyan Racing en a restauré une, question de rendre hommage au modèle et de lui donner l'attention qu'elle mérite. Car ce n'est pas tous les jours qu'on peut mettre la main sur l'une des voitures qu'a déjà conduit Roger Moore. On vous amène aujourd'hui dans la magnifique région de Lanaudière et vous aurez probablement deviné qu'on va parler de Corvette, mais pas avec n'importe qui. Moi, je l'appelle maintenant Monsieur Corvette. Les voitures que vous voyez ici sont en partie les siennes. On va revenir là-dessus. Il en a rénové beaucoup. Il y a beaucoup de pièces. On va faire le tour. On vous présente François Dupuis. Salut. Hey, merci d'être là. Salut. C'est gentil. C'est gentil. Là, évidemment, on parlait, j'ai dit qu'il y avait une partie des autos qui étaient les tiennes, tout ça. Ça, c'est à toi, celui-là. Là. Ça, c'est à moi. C'est 3 générations. Ouais. Puis j'ai 2 autres générations dans mon atelier. Tu as commencé ça. La première que tu as eue, c'est laquelle? Une 1971. OK. Une manuelle 4 Donc, vitesses. une C3. C3, oui. OK. C3, oui. OK. J'en ai une pareille ici, dans mes granges, là, que c'était comme ma première Corvette que j'ai achetée à l'âge de 20 ans. Ça fait plus de 45 ans que j'utilise les Corvettes. Puis j'en ai acheté beaucoup par rapport à mon commerce que j'avais auparavant. Parce que tu as fait du recyclage automobile, puis tu as ramassé des pièces. Tu es aussi quelqu'un qui refait complètement ses voitures, qui travaille mécanique, carrosserie, tout. On a 2 exemples. Parle-nous d'abord de la 68, qui est un modèle assez unique. C'est une 427 automatique. C'est quand même un modèle très rare. Ouais. Je me l'étais procuré en 2005, qui était vraiment une coquille. Ça m'a pris au moins une dizaine d'années à récupérer toutes mes pièces. Ah oui, OK. Même, il fallait que j'aille aux États-Unis chercher des pièces, parce qu'ici, c'est quand même très rare. Puis des pièces c'est toutes des pièces de 68, parce que en 68, tu as la première génération, puis tu as la deuxième.
La deuxième, il y avait des pièces de 69. Ah oui, déjà? La 68 était... OK. Elle, c'est la première génération. Fait que les pièces sont encore plus rares. Puis tu as fait la même chose avec la 64, qui est une C2. Puis ça, parle-nous, parce que c'est particulier, parce que celle-là a joué à vedette un peu, là. Un peu, oui. Elle, j'ai fini ma restauration en 98. OK. Aussitôt j'ai fini ma restauration, avec un ami, j'ai eu la chance de faire la parade des pilotes sur le Grand Prix du Canada à Montréal. Oui, OK. J'ai fait 2 ans de temps. Puis deux pilotes qui m'ont accompagné pour la parade des pilotes sur la piste de course. OK, fait que tu as eu Frenzen. Frenzen, puis Jean Alési. Puis Jean Alési. Puis l'autre année, je pense que Jacques Villeneuve aussi, il a été dans la même année, dans mon autre Corvette noire, là, Villeneuve, il accompagnait mon chum dans ma Corvette, parce que les deux étaient sur la parade des pilotes. C'était un méchant bon souvenir. Alors, c'est ici que la magie s'opère, mesdames, messieurs. François, explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit en ce moment-là. Mais ça, c'est mon atelier où je fais mes restaurations. OK. Ça, c'est un châssis de C3. Celui-là, quelle année spécifiquement que c'est, là, que tu travailles? Ça, c'est une 1975. OK. Que j'ai ramassé, un projet abandonné. Je l'ai eu comme ça. Fait que le moteur, toute la mécanique, je l'ai. La carrosserie est dans mes granges, on va le voir tantôt. Là. OK. C'est un projet à venir, mais... À l'étape où on est en ce moment, ça fonctionne comment? Est-ce que tu as des gens qui vont t'aider pour l'électricité, pour passer, ou tu fais tout de A à Z? Moi, je fais tout, mais j'ai un de mes copains qui vient m'aider. OK. Et puis, il est aussi passionné que moi, fait qu'on fait un peu de restauration ensemble. Ça m'aide un peu parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Écoute, là, quand tu dis refaire une auto, là, c'est vraiment ça, là. Mais j'aime vraiment ça, fait que pour moi, c'est un passe-temps. Puis ça, on va voir ça sur la route quand? Là, j'ai un autre projet. Okay. Ça ne sera pas tout de suite, celle-là. J'ai une 72 454 manuelle 4 vitesses. J'ai toutes les pièces. Je vais commencer cet automne à la restaurer complet. Toi, tu cherches pas qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Non. Bon, François, on est arrivé dans ton entrepôt, appelons ça comme ça. Là, parle-nous des projets que tu as ici, là, parce qu'il y en a pas mal, il y en a un peu partout. J'avais parlé que j'avais en projet la 72 manuelle 454. C'est celle-là? Oui. Okay. Elle n'a jamais été faite, et puis là, elle est à refaire parce que le châssis est vraiment magané. Mais elle manque d'amour, là. Beaucoup d'amour. Oui. Puis là, t'en as... Qu'est-ce qu'on voit en arrière, là? Elle, c'est une 69. Okay. Elle, j'ai tout le pedigree. J'ai fait venir de Vintage, au Canada. OK. C'est une 69, 427, moteur 400 forces, avec un tri-power, 3 carburateurs. Side pipe, là. Avec side pipe d'un côté. OK. Ça, c'est assez rare, ça. Il manque beaucoup de pièces, là, mais quand même, là, c'est un beau projet qui... C'est vraiment rare. Une 69 comme ça, c'est très rare. Puis l'autre à côté, ça, c'est assez particulier. Raconte-moi l'histoire. Oui, ça, c'est une 70 que j'ai ramassée à Québec. OK. Le monsieur, il l'avait acheté neuve. Et puis elle, c'est une 454 manuelle 4 vitesses. Tout original. Match number d'en avant, en arrière, au complet. Assez détérioré dans le cours chez eux avec le temps. Elle n'a pas roulé, pas plaqué pendant 45 ans. OK. Puis là, toi, c'est un autre projet que t'as, là. Oui. OK, on est rendu à 3, là. OK. C'est bon. Ça, c'est impressionnant. Mais je vais aller voir les pièces parce que là, on a vraiment, mais beaucoup de matériel. Ouais, j'ai quelques pièces. On va aller voir ça. Il y a quelques pièces. Bon, là, on arrive dans la grange, François, où tu entreposes littéralement depuis 45 ans des pièces. Écoute, j'essaie de faire le tour, puis dans ma tête, j'arrive pas encore à le faire. Bon, parle-nous un peu. Toi, tu as eu un commerce de pièces, de recyclage de pièces automobiles pendant 47 ans. OK. 47 ans que j'ai accumulé. Oui. Et puis là, le commerce a été vendu. OK. Fait que là, les pièces que j'ai, mais je les ai ramenées dans ma grange, on peut l'appeler entrepôt. Fait que ton commerce est rendu ici, mais c'est plus un commerce. Oui, mais c'était pas juste des Corvettes qu'on avait dans le commerce. OK. C'était un recyclage d'auto de tous les modèles, toutes les années ou à peu près. Puis là, toi, écoute, tu dépannes encore des gens parce que tu fais les expositions, les encans, puis il y a des gens qui t'appellent. C'est quoi tes pièces qui sont le plus en demande en ce moment, là, des gens qui t'appellent? Le plus en demande, c'est dans la C3. De 68, surtout, de 68 à 73, 72, 73, je pense que c'est des pièces qui sont très rares. Puis là, je regardais, t'as racheté un projet qui n'a jamais abouti. On peut-tu appeler ça comme ça? 1977,
qui était dans une base militaire que le type était parti en mission pour 3 ans. Moi, il y a toujours des histoires qui viennent avec ça. Mais oui, c'est ça qui est le fun. C'est un projet qui est abandonné. Ça fait que c'est un lot de pièces, la corvette toute défaite. Mais moi, j'ai eu la chance et l'occasion de la ramasser à cause de mon commerce de recyclage. Oui, OK. Fait que c'est à cette époque-là. Fait que tout est là. Le châssis, moteur, les pièces, tout est là. OK. Fait que ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mesdames, messieurs, c'est probablement la voiture complète, mais j'ai de la misère à m'imaginer. Ça, c'est un autre projet, ça. C'est un autre projet, mais je sais pas si je vais tous les faire avec les projets que j'ai en bas. Je suis pas sûr que faut que je trouve le temps. Ah oui. Parce que j'aime bien faire ça. Bien, merci de nous avoir montré tes trésors, François. Alors, une belle journée, beau reportage qui se termine. François, merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment apprécié. Puis je pense qu'il faudrait aussi remercier les gens qui nous ont prêté les voitures pour compléter toutes les générations de Corvettes pour notre reportage, la C1, la C8, la C6. Celle-là, c'est Mario Chartier. Oui. Lui, c'est mon frère Daniel. OK. Pour la C8. Puis lui, c'est Yvan Éveillé, un ami. Fait qu'ils nous ont prêté leur voiture pour le tournage. Merci, François. C'est avec plaisir. Salut. Salut. Cette semaine, dans notre chronique Entretien, on va parler étrier de frein. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Bon, l'évolution dans les étriers de frein, parle-nous un peu de ce qu'on a maintenant par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Oui, l'évolution à l'avant a été moins grande. C'est plus dans les matériaux. On est rendu avec des étriers en aluminium, plus légers. Le désavantage avec l'aluminium, c'est qu'il corrode plus avec le climat qu'on a au Québec. Donc, souvent, il faut remplacer les unités par des unités neuves et non reconditionnées. Ah, OK. Ouais. Donc, il y a un petit peu plus de changements. Là où il y a vraiment eu pas mal de changements, c'est à l'arrière. Oui, à l'arrière. Avant, on avait beaucoup de systèmes avec des câbles de frein à main. Oui, frein à main, frein à pied avec un câble manuel, évidemment. Le bon vieux bras. Oui. Qu'on adore pour faire des 8 l'hiver, pour faire conduite de rallye sportive. Exactement. OK. Mais souvent, les gens ne l'utilisent pas. Donc, tout le système corrode. Ah, il saisit à un moment donné parce qu'il n'est pas utilisé. Donc, on doit le remplacer. OK. Maintenant, on a des freins à main électriques qu'on appuie sur le bouton. Oui, évidemment, il n'y a plus de câble. C'est ça. Fait qu'ils travaillent beaucoup plus. OK. Mais on a certains modèles qui ont des problèmes d'infiltration d'eau dans le moteur. Donc, corrosion. OK. On doit changer. Donc, on doit changer le moteur. C'est pour ça que tu as un moteur ici. Là. OK. De plus en plus, on change le moteur avec l'étrier pour repartir à neuf puis être bon pour longtemps. OK. Comme dans n'importe quoi, si vous faites le travail vous-même, parce que c'est pas trop compliqué changer des étriers si vous avez des connaissances de base en mécanique, mais ça prend les bons outils. Oui, les bons outils, parce que certains pistons doivent être rentrés en vissant le piston. OK. Donc, si on n'utilise pas le bon outil, on va briser l'étrier. Puis, sur les moteurs électriques, des fois, il y a des petites procédures à faire un petit peu plus complexes. mal installé, ça va vibrer, ça freinera pas bien, donc il y a une méthode à faire. C'est ça. En général, l'atelier mécanique est peut-être le meilleur endroit pour faire le travail. Oui, ça, sans doute. Bon. Puis, si vous le faites, encore une fois, vous-même, il y a des étapes à ne pas oublier, autres que, évidemment, celle d'installer les étriers. Là. Oui, la plus importante, au moins une fois par année, on devrait nettoyer les étriers. OK. Nettoyer les guides avec les brosses. D'où les petites brosses ici. C'est ça. OK. Bien nettoyer, lubrifier avec une graisse au silicone, parce que certains gens ne prennent pas la bonne graisse et ça gomme plus qu'autre chose. Ah oui, puis là, donc, ça finit par coller. C'est ça, on crée un problème. Bon, après l'entretien, il y a les huiles à frein aussi. Oui, principalement, il y a la DOT3 ou DOT4, OK. qui est le plus populaire, un point d'ébullition différent. On a aussi la DOT 5.1. Qui est ici, là. Oui, qui est une huile avec un point d'ébullition beaucoup plus haut, pour les gens qui remorquent beaucoup, donc utilisent beaucoup les freins. Utilisation intensive. C'est ça, exact. Et là, un détail pour ceux qui le font eux-mêmes, si on ouvre une bouteille et qu'on la finit pas, c'est plus bon à la fin. Non, parce que l'huile à frein est une huile qui absorbe l'humidité. OK. Donc, si on l'utilise plus tard, bien, on va rentrer l'humidité dans le système. Puis on va contaminer tout ça. C'est ça, l'huile va bouillir, puis ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que il existe DOT 5.1, comme on parlait, mais il y a aussi la DOT 5, qui est une huile utilisée dans les motos ou dans les voitures de course. Donc, à ne pas confondre. Non, parce que c'est pas compatible. Ça va contaminer tout le système. Ça, c'est important. Oui. Puis, idéalement, quand on change les étriers, on recommande de changer le boyau aussi. Oui. Le problème n'est pas apparent, mais les parois à l'intérieur du boyau se dédoublent et puis causent un problème de frein.
Souvent... Ah oui, donc on perd en efficacité. Oui, puis des fois, on pense qu'on a un problème d'étrier, mais c'est juste le boyau. OK, puis ça coûte pas très cher à remplacer. Non. Bon, ça donc, vaut la peine. Idéalement, quand vous changez les étriers, vous changez le boyau qui va. C'est ça. OK, et à la fin, maintenant, on a... C'est une mode parce qu'on en voit de plus en plus des étriers peints. Oui, on peut avoir un étrier peinturé de la couleur qu'on veut avec une peinture cuite de notre fournisseur lorsqu'on change les étriers. Sinon, on a des ensembles pour peinturer nos étriers qui sont neufs du véhicule ou ainsi de suite. Ça fait plus joli. Ouais. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Alors, c'est le moment de parler des actualités de la semaine. En fait, on a quelques nouveautés intéressantes qui s'en viennent, dont une de chez Cadillac. En fait, Cadillac va renouveler pour 2024 son petit VUS, le XT4. En fait, c'est plus une mise à jour qu'une refonte complète parce qu'on va se servir du même moteur qu'on a déjà, c'est-à-dire le 4 cylindres 2 litres. Mais ce qu'on va changer, c'est de l'extérieur, on a donné une signature visuelle qu'on connaît maintenant des produits Cadillac, entre autres avec les phares verticaux. Et on va avoir des nouvelles jantes, redessiner l'avant, redessiner l'arrière. Donc, on améliore la silhouette. À l'intérieur, on va amener aussi des nouveautés. En fait, on veut introduire des choses qu'on connaît déjà de chez Cadillac, des modèles les plus récents comme la Lyriq. On veut amener, par exemple, un écran de 33 pouces. On veut se donner aussi une façon de reconnaître les produits Cadillac à travers la technologie, parce qu'on a toujours beaucoup misé là-dessus. Ce modèle-là va arriver quelque part cet été. On va probablement avoir les prix quand on va arriver, justement, tout près de l'été. Et la Canadienne Magna, pour terminer avec nos nouvelles, va investir 470 millions de dollars pour ouvrir une usine de batteries et moderniser ses autres usines du côté de l'Ontario. En fait, la nouvelle usine de batteries va fournir des boîtiers de batteries pour le F-150 Lightning. Et on dit qu'une fois qu'on aura travaillé avec les gens de Ford, on est ouvert aussi à travailler avec d'autres constructeurs parce qu'on le sait, il y aura plusieurs construction de modèles électriques du côté de l'Ontario et Magna veut être certain d'avoir le plancher, évidemment. Ça termine nos nouvelles. Je vous annonce que la semaine prochaine, Johan va faire l'essai d'un icône germanique, le Volkswagen Corrado, et on ira voir la collection de Michel Legrand. Bonne semaine à tous!